Monsieur le Président, chers consoeurs, chers confrères, je tiens tout d'abord à souligner l'honneur que vous me faites en m'acceptant comme membre titulaire de cet auguste aréopage qu'est notre Académie, et de remercier en particulier mon parrain, le général Robineau, ainsi que François Aubry, son successeur à la tête de la section 5, pour l'accueil qu'ils m'ont réservé. Malgré ces attentions, ces honneurs, je ne peux m'empêcher de me demander par moments si je ne suis pas entré ici par effraction. Je m'explique. Vous, mes chers confrères, mes chères consoeurs, vous êtes nombreux à avoir dévoué l'intégralité de vos vies professionnelles à l'aéronautique ou à l'espace, sous ses aspects techniques ou commerciaux ou juridiques ou militaires, voire comme pilote. Moi, par contre, je suis un peu historien. J'ai décroché ma licence d'histoire à l'université de Cambridge en 1976 et un peu politiste. Mon doctorat en sciences politiques de l'université d'Oxford date de 1984. Je n'ai pas la moindre formation, par exemple, dans les sciences dures. Ma thèse de doctorat concernait le communisme municipal au Havre, à l'époque où le Parti communiste français inspirait encore un respect mêlé d'inquiétude. Mon premier livre, paru aux éditions du Seuil en 1996, s'appelait « Le gaullisme après De Gaulle ». Est-ce que je vois? Voilà. Mon dernier, paru en anglais seulement pour l'instant, en 2020, est une biographie du même général. Ma carrière d'universitaire s'est déroulée dans 3 universités parisiennes, à l'école de commerce du Havre, à Oxford et surtout à la section de français de l'université de Reading en Angleterre. Rien à voir ici avec les centres d'intérêt de l'Académie. Alors, comment suis-je arrivé ici? Un début de réponse se trouve dans cette photo. Qui dominait autrefois l'entrée de la mairie du Havre. Elle représente la ville du Havre dévastée, 4 mois après son bombardement par les Britanniques en septembre 1944. C'est une image de mes années passées au Havre qui m'est restée longtemps, sans que je comprenne grand chose de la catastrophe de 1944. Ce n'est qu'en 2003, soit une vingtaine d'années à peu près, après avoir quitté la ville fondée par François Ier, que j'ai décidé, entre 2 projets politiques, d'essayer de comprendre et de préparer un article destiné à une revue savante. Par esprit de précaution, j'ai envoyé mon texte au plus grand spécialiste anglais de la guerre aérienne de 1939-45, Richard Overy. Et voilà que le hasard a joué son rôle, puisqu'à ce moment précis, Overy lançait un grand projet comparatif sur les bombardements sur le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Italie. Et je me trouvais recruté pour en assurer le volet français. Me voici enfin qui m'intéressait très directement aux avions de notre âge et à leur capacité, notamment destructrice. Ce projet a abouti de mon côté d'abord à Forgotten Blitzes, un livre en anglais coécrit avec ma collègue italienne Claudia Baldoli, qui compare les cas des bombardements alliés sur la France et sur l'Italie. Puis ensuite, un livre en français, Les Français sous les bombes alliées, paru chez Talandier
en 2014. Je m'attarde un instant sur ce dernier ouvrage, qui est sans doute au cœur des raisons pour lesquelles je suis là parmi vous. D'abord, pour remercier les autres historiens de la France contemporaine, et notamment de la France des années noires, 40 à 44, qui ont choisi dans leur quasi-totalité de ne point écrire sur les bombardements aériens, laissant ainsi devant moi un véritable boulevard. En effet, à part l'indispensable mais incomplet ouvrage « Quand les Alliés bombardaient la France » du journaliste Eddie Florentin, paru aussi aux éditions Talendier en 1997, mon livre était le premier à traiter des bombardements alliés sur l'ensemble de l'Hexagone et de leurs effets sur les populations. J'ai essayé non seulement d'analyser les stratégies qui ont amené les Alliés à déverser plus d'un demi-million de tonnes de bombes sur la France, mais aussi de mettre les Français au cœur du récit, comme victimes, certes, mais aussi comme acteurs bien variés, qu'il s'agisse des hommes et des femmes de la défense passive, des ministres, fonctionnaires et propagandistes de Vichy, des maires, enfin des résistants et des hommes de la France libre. En même temps, j'ai eu la chance de pouvoir participer à des documents télévisés sur les bombardements aériens, sur Nantes en 2011, sur la France dans son ensemble en 2014, et depuis lors sur Le Havre, sur Rouen, sur Royan, pendant ces dernières années. En même temps, j'ai organisé avec d'autres un grand colloque à l'occasion du 75e anniversaire du bombardement du Havre, dont les travaux ont été édités avec une préface d'Édouard Philippe. D'autres ouvrages par d'autres auteurs, par exemple, mes collègues Stephen Bourke aux États-Unis ou Jean-Charles Foucrier en France, ont suivi, et c'est tant mieux. Est-ce grâce aux recherches que j'ai entreprises que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a choisi d'évoquer les morts civiles nantais lors d'un discours de septembre 2013, ou que le président Hollande a parlé des civils pour la première fois? Diapo? Est-ce que le diapo... Voilà. Merci. Pour la première fois dans son discours du mémorial de Caen du 6 juin 2014. Je n'en sais rien. Ce que je crois cependant, c'est que les Français sous les bombes alliées est arrivé au bon moment. Au moment où la génération qui a connu les bombardements commence sérieusement à se raréfier, où ces témoignages deviennent d'autant plus indispensables pour la postérité. Car l'une des choses que j'ai pu constater avec une certaine force, c'est l'écart à ce sujet entre, d'une part, l'histoire des historiens qui en parlaient très peu, et d'autre part, la mémoire, disons, des Français ordinaires, qui sont nombreux à garder un récit personnel ou familial lié à tel ou tel bombardement. Si j'ai réussi, même un peu, à donner une voix à ces gens, ou plutôt à aider leur voix à porter plus loin, j'aurais peut-être fait un travail utile. Avant de terminer cet exposé, je voudrais évoquer justement le problème de la mémoire des bombardements. Il semblerait que l'expérience d'un bombardement aérien inspirait à peu près les mêmes sentiments, disons primaires, chez tous les survivants, que ceux-ci soient français, britanniques, allemands ou italiens.
s'y mêle parfois la beauté, les feux d'artifice la nuit, mais surtout l'horreur, la douleur, le deuil, le sens d'une totale désorientation lorsqu'un quartier, voire une ville entière, se trouve méconnaissable. Le traumatisme peut refaire surface chez les survivants sans le moindre préavis, des décennies après. Mais la mémoire n'est pas que personnelle et primaire, elle se construit aussi socialement par ce que racontent ses proches, ou la presse, ou les films, ou la radio, ou la télévision, ou éventuellement les politiques. Et c'est là qu'on découvre de très importantes différences entre les pays européens, voire dans certains cas, notamment, mais pour différentes raisons, l'Allemagne et l'Italie, entre différentes régions d'un même pays. Notons par exemple le contraste entre la mémoire des bombardements au Royaume-Uni et en France. Dans le premier pays, elle tient une place absolument centrale dans le récit national de la guerre de 39-45. Ce récit raconte grosso modo que c'est parce que nous, les Britanniques, avons tenu tous ensemble face aux agressions de la Luftwaffe que les Alliés ont pu par la suite libérer l'Europe et remporter la victoire sur l'Allemagne nazie. Ce qu'on appelle la bataille d'Angleterre, puis le Blitz sur Londres et sur d'autres grandes villes, se raconte dans les manuels scolaires, dans les musées, locaux comme nationaux, dans les films, etc. En France, par contre, les bombardements alliés ont été longtemps marginalisés de la mémoire officielle, ou plutôt des mémoires officielles, car il y en a plusieurs qui se concurrencent. La France des années noires, c'est l'occupation allemande, c'est Vichy, c'est la Shoah, c'est la résistance, c'est la France libre, et très peu la défense passive ou les souffrances des populations endeuillées ou sinistrées, ou les deux. Pourquoi cet écart? Si on se limitait à la seule quantité de bombes lancées, les bombardements auraient une place 6 fois ou 7 fois plus importante dans le récit de la guerre chez les Français, qui ont reçu 500 000 tonnes de bombes alliées, que chez les Britanniques, 75 000 seulement de tonnes allemandes. Quant au nombre de victimes, il est du même ordre, vers 60 000 au Royaume-Uni, 57 000 en France. Au fait, j'ai trouvé 2 explications pour le contraste que j'ai constaté. 2 explications qui tiennent à peu près la route. D'une part, c'est une affaire de capital. Tandis que Londres a déploré un peu plus de la moitié des victimes du Blitz et autres engins V1 et V2, soit une trentaine de milliers, Paris intramuros a très peu connu les bombes. Imaginez un instant l'impact que cela aurait donné si les Alliés avaient fait la grossière erreur de s'en prendre massivement à la ville d'Humières. Je me permets de croire qu'on aurait dans ce cas entendu et lu beaucoup plus sur les bombardements sur l'Hexagone. D'autre part, chez les Britanniques, il y a une parfaite correspondance entre le grand récit national de la guerre et la mémoire officielle comme populaire des bombardements. Chez les Français, par contre, le récit national, de toute façon plus fragmenté, s'accommode difficilement avec des attaques où les gentils, les Alliés, tuaient des civils sans défense et ravageaient des villes, sans évidemment le vouloir. Quelle importance
d'après moi, la mémoire des bombardements s'est révélée dysfonctionnelle dans les deux cas. Le temps disponible ne me permet pas de parler aussi de l'Allemagne ou de l'Italie. Au Royaume-Uni, la mémoire des bombardements a renforcé, à tort, un sentiment d'exceptionnalisme, voire d'isolationnisme, qui a nourri l'anti-européisme et donc le vote pour le Brexit de 2016. En France, parce que dans certaines villes comme Le Havre, la plaie est restée trop longtemps ouverte, créant cet écart que j'ai noté entre l'histoire telle que on l'enseignait et le vécu des populations transmis aux générations suivantes. Fermer cet écart entre histoire officielle et mémoire des Français ordinaires a été l'un des buts de mon entreprise historique. L'autre a été de contribuer au développement d'une histoire partagée des bombardements dans tous les pays européens, ou presque, qui en ont souffert. Je terminerai là. Si je n'avais pas à évoquer, au-delà des activités qui m'ont amené ici, un possible projet d'avenir, membre du conseil scientifique de la Fondation Charles de Gaulle, j'ai proposé à mes confrères et mes consoeurs, avec l'accord de mes amis et collègues de la 5e section, une possible rencontre, un colloque, un forum, une journée d'études sur le thème du général de Gaulle, l'aéronautique et l'espace, à laquelle participeraient les deux organismes. J'espère qu'elle verra le jour. Je vous tiendrai au courant. Monsieur le Président, mes chers consoeurs, mes chers confrères, merci encore de m'avoir fait l'honneur d'être l'un des vôtres. Et bon appétit. Merci, Andrew.